Salut à tous, nous sommes de retour avec le docteur Christian. Aujourd'hui, nous parlons du domaine privé et du domaine public. Salut Christian. Salut Mathieu. Alors, dans le sous-thème précédent, nous avons justement abordé la question de l'exception du droit d'auteur. Aujourd'hui, nous parlons du domaine du droit privé et du droit public. C'est ça. Alors, première question, tout naturellement, pour justement poser le cadre. Quoi est-ce que cela renvoie quand on parle du domaine privé, du domaine public? Alors, quand on parle de droit d'auteur, on va surtout s'intéresser plutôt au domaine public, par opposition à ce qui n'est pas le domaine public, en fait, qui est le droit d'auteur. Okay. Donc en réalité, le droit d'auteur, comme je l'ai dit dans la première partie, est subdivisé en deux gros blocs. D'une part, les droits patrimoniaux, qui sont la partie financière, on va dire, du sujet, qui va justifier le fait qu'un auteur, un artiste en fait décide justement de faire rémunérer l'usage de sa création. Et d'un autre côté, on a le droit moral, qui est la partie qui va venir encadrer finalement la protection de la sensibilité finalement de la personne de l'auteur. Ce qui se passe, c'est que quand on parle de domaine public, c'est un statut en fait qui a plusieurs réalités. Le domaine public, c'est la première définition qu'on lui donne. C'est un cercle au bout duquel se trouve le droit patrimonial qui arrive à expiration. Parce que le droit patrimonial, en fait, il n'est pas indéfini. Au bout de 70 ans, après le décès de l'auteur, l'œuvre tombe dans le domaine public, mais seulement pour la partie des droits patrimoniaux. Donc, une personne qui décède, on va dire en 2025, pendant 70 ans après son décès, toute utilisation de son œuvre, en fait, doit faire l'objet d'une autorisation. Si on n'est pas dans l'exception. Donc, toute utilisation, notamment des droits patrimoniaux, donc la reproduction, la représentation, la diffusion publique doit faire l'objet d'une autorisation. C'est 70 ans après la mort. Après la mort. Oui. Passé 70 ans, l'œuvre tombe dans le domaine public, mais seulement, en réalité, c'est une phrase qui est un peu plus complexe que ça. Quand on dit tombe dans le domaine public, ce sont les droits patrimoniaux qui expirent, mais les droits moraux demeurent. Ça veut dire quoi? Si au bout de 70 ans, une personne veut utiliser une œuvre, elle ne va pas demander l'autorisation des héritiers ou des ayants droit de l'auteur qui est décédé pour l'exploitation, mais elle est obligée justement, en vertu des droits moraux, de préciser que l'œuvre appartenait à tel auteur, de préciser son nom. Et surtout, elle ne peut pas justement utiliser des procédés qui viendraient déformer l'œuvre initiale en fait. C'est-à-dire, comme je le disais, une personne qui décide de réaliser son film en noir et blanc, en vertu du domaine public, en fait, tu ne peux pas t'autoriser à venir pixeliser cette œuvre-là, sans porter atteinte justement au droit moral. Donc c'est à ce niveau-là que va intervenir le domaine public. Mais le domaine public, en réalité, il est bien plus subtil que ça. L'exemple que j'ai donné, c'est dans le cadre en fait d'un auteur unique. Mais s'il y a plusieurs auteurs, en réalité, ça commence à la date de décès du dernier auteur. C'est-à-dire si ce sont tous des co-auteurs, c'est à la date du décès du dernier. Concernant par exemple les droits voisins, s'il y a des groupes où il y a des... Ils ne sont pas tous co-auteurs, comment ça se passe? Les droits voisins, c'est différent parce que les droits voisins n'ont pas la même durée. Les droits d'auteur, c'est 70 ans. Les droits voisins, c'est 50 ans. Bon. Voilà. Après, c'est pas 2 jours, pareil, tu vois. C'est quand on est passé à autre chose. Mais en réalité, au début, c'est choquant. Mais moi, je suis convaincu du fait qu'une œuvre de l'esprit, elle n'est pas banale. C'est-à-dire, quand on voit le temps qu'un auteur, un producteur, un manager mettent à concevoir une œuvre, elle transcende en fait les âges. Donc, pour moi, c'est pas déconnant en fait qu'on ait des durées qui soient aussi longues. C'est parce qu'en réalité, vu que l'œuvre peut être démultiplier dans son usage, oui, en fait, en réalité, ça va couvrir 2-3 générations. D'ailleurs, si l'œuvre, on veut la réutiliser très longtemps après qu'elle soit sortie, c'est parce qu'elle a un intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, on n'utilise pas. C'est évident. Donc, c'est évident, justement. Il y a des classiques aujourd'hui qui ont transcendé. Je crois, il n'y a pas longtemps, j'ai appris que Mickey Mouse était tombé dans le même public. On n'a pas l'impression. Ah non. Parce qu'on a l'impression que c'est toujours encore d'actualité. Donc, ça signifie justement qu'on vient vraiment protéger quelque chose qui a transcendé les âges. Et c'est totalement légitime. Alors, 2 questions qui me viennent dans l'esprit. La première... L'auteur décède, on n'a pas encore les 70 ans. À quelles conditions on peut utiliser son œuvre? Et ensuite, passé les 70 ans, est-ce que l'utilisation de son œuvre peut être faite dans le domaine lucratif? Alors, en réalité, quand l'auteur décède, il y a ce qu'on va appeler ses ayants droit ou ses héritiers. Ça peut être des personnes à qui il a cédé, qui ne sont pas forcément, à qui il a cédé ses droits, qui ne sont pas forcément ses héritiers. Parce que justement, ce qui est très beau avec le droit d'auteur, la propriété intellectuelle en général, c'est que les droits, on peut les céder. Mais on ne peut céder que les droits patrimoniaux.
pas les droits moraux. C'est-à-dire un auteur peut dire l'ouvrage que j'ai écrit, je décide de céder la reproduction de l'ouvrage à un éditeur. L'édition, c'est le fait justement de dupliquer sous forme papier ou sous forme de support pour que l'œuvre justement soit consultée. Quand bien même que les droits patrimoniaux sont cédés, il n'y a pas moyen d'apporter un plus, comme on dit, de modifier. Ah non, okay. Non. C'est important de préciser. C'est pas possible. C'est important de préciser. Sauf si c'est dans le cas des exceptions. Et ça veut dire un artiste qui cède ses droits à son fils, par exemple, et donc le fils qui plus tard souhaite apporter un plus à l'œuvre de son père qui est décédé, il n'y a pas moyen. Oui, parce que les droits ne sont pas accessibles. Donc ça n'appartient qu'à l'auteur. Et l'idée, justement, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va essayer de voir si l'auteur, en réalité, on va essayer de trouver des formules pour se dire, est-ce que l'auteur, finalement, vu qu'il était progressiste, il n'envisageait pas, finalement, que son œuvre puisse évoluer. Mais c'est très difficile, sauf qu'il y a l'Ancien Testament, où il encadre ça. Mais dans le fond, non, si c'est pas prévu, on le fait pas parce que c'est pas accessible. D'accord. C'est lié vraiment à la personnalité de l'auteur. Est-ce que ça, c'est une question générationnelle? Je pose cette question parce que quand on prend certains artistes, on va dire auteurs de l'époque baroque, etc., parfois il y a eu des chercheurs qui ont essayé d'apporter un plus à l'œuvre qui est, on verra tout à l'heure, l'œuvre inachevée, en se projetant, en se mettant dans une forme d'intentionnalité de l'auteur, en se disant il aurait voulu par exemple terminer sur tel accord, sur tel degré, etc. Donc on essaie de parachever. C'est une très très belle question parce qu'en réalité quand une œuvre elle est créée et qu'elle est finie, si on peut dire ainsi, il est possible d'utiliser cette œuvre préexistante pour créer d'autres œuvres. C'est ce qu'on va appeler par exemple des œuvres complexes, c'est-à-dire on prend une œuvre ancienne à laquelle on va incorporer une nouvelle œuvre, c'est-à-dire on va apporter des améliorations ou des compositions justement personnelles. Tu vas incorporer ça, mais ça tu ne peux le faire que si tu demandes l'avis, l'autorisation de celui qui est là ou ses ayants droit. C'est pourquoi justement tu verras qu'on aura des remixes ou une chanson qu'on connaît dans un style particulier pourra être réutilisée. Mais là en fait tu ne portes pas techniquement atteinte à la personnalité de l'auteur. Tu viens justement apporter quelque chose de nouveau à ce qu'il a fait. C'est-à-dire l'œuvre, elle existe déjà et toi tu apportes quelque chose de plus en fait de ce qui a été fait. Je pense que dans le milieu par exemple gospel, c'est ce qui se passe. Il y a des spirituals justement qui seront repris 100 ans plus tard où on a des approches qui sont totalement différentes. Tout à fait. Ou qui vont être repris en mode sébène, mais tu ne portes pas forcément atteinte en fait à la personnalité de l'auteur. C'est culturel en fait. Tu reprends quelque chose qui existe et tu essaies justement d'apporter quelque chose qui te soit personnel. Voilà, donc c'est vrai que la limite elle est un peu là en fait. Est-ce que l'amélioration c'est une atteinte à la personnalité de l'auteur? Grosse question. Concernant l'aspect lucratif, est-ce que 50-70 ans passés, il y a moyen d'utiliser l'œuvre dans le domaine de la lucrativité? Je reprends une œuvre, je sais pas moi, de Mozart ou d'un auteur du baroque, ça fait plus de 100 ans. Là, on est carrément dans le domaine public, etc. Est-ce que cette œuvre-là, je peux la réadapter, la mettre justement en vente? Ça soit une œuvre nouvelle. C'est-à-dire, tu ne peux en réalité, à partir du moment où l'œuvre est dans le domaine public, si tu la réutilises, tu ne seras pas l'auteur. Bien sûr. C'est un droit voisin. C'est-à-dire, tu vas soit l'interpréter, soit tu vas produire en fait, on va dire une approche de diffusion en fait. Donc parce que tu es le producteur, parce que justement les producteurs ont ce qu'on appelle un droit voisin. Donc ils vont venir soutenir finalement l'œuvre préexistante. Donc tu vas produire ça et puis tu vas la mettre sur le marché. Tu es le producteur de la nouvelle œuvre en fait. La difficulté avec ça, c'est qu'il faut que ça rentre en fait dans le domaine du convenable ou du convenu avec les droits moraux. Une œuvre est dans le domaine public, tu décides de l'éditer, fais une nouvelle édition de l'œuvre. Ok, c'est possible si tu ne portes pas atteinte au droit moral derrière. Alors, revenons à la notion du domaine privé. À quelles conditions parle-t-on de privé? Alors, le domaine privé. En réalité, le domaine privé n'est pas une notion en fait qui existe en tant que telle en droit d'auteur. Pas strictement en réalité. On pourrait justement en faire cas en parlant de l'utilisation, mais cette fois-ci on se place du point de vue de celui qui utilise l'œuvre en fait dans le cercle de la famille ou dans des cadres en fait qui ne vont pas porter atteinte au droit d'auteur. C'est-à-dire donc, le fait par exemple d'utiliser une œuvre et d'en faire une copie, c'est dans le domaine privé, pas strictement, mais ça permet justement à une personne qui a eu accès légalement à une œuvre de pouvoir l'utiliser. Une autre chose également derrière, c'est que si on se place du point de vue du créateur, c'est que le domaine privé c'est j'ai créé une œuvre, je ne l'ai pas faite publier. Donc tant que je ne l'ai pas fait publier, en principe, elle est du domaine privé. Mais ce n'est pas strictement ce qu'on entend en fait en matière de droit d'auteur. Exactement, parce que parfois on fait cet amalgame.
Ouais. En parlant des droits d'auteur, en disant la copie privée, ça appartient à tel, donc c'est du privé, il faut son autorisation, etc. Non, justement. En fait, une copie privée, c'est une copie pour utilisation propre. Et ça, c'est une exception. C'est-à-dire, mais la copie privée, elle implique un accès légal. Donc, en réalité, si tu achètes un disque contrefaisant, parler de copie privée, c'est un peu déplacé. Parce que l'accès que tu as eu à l'œuvre, en réalité, n'est pas légal. Donc, cet accès-là, cet accès n'est pas légal, en fait. Donc il n'est pas légal, donc voilà, c'est un peu particulier de parler de domaine privé dans ce sens-là. Est-ce qu'on pourrait dire que justement, parler de domaine privé, en réalité, ça n'existe pas vraiment? Non, ça n'existe pas vraiment parce qu'en réalité, il faut toujours venir au principe, le droit d'auteur, c'est le droit d'autoriser ou d'interdire. Donc si l'auteur n'a pas autorisé que tu l'utilises, en dehors des exceptions, ton domaine privé il n'existe pas. En réalité, après peut-être que je me plante, on ne crée pas pour soi. C'est-à-dire on ne se dit pas je vais faire un gros projet juste pour moi. En matière de création intellectuelle, c'est toujours l'idée de partage. En fait, c'est la raison pour laquelle justement on va partir sur le droit d'autoriser à ce que l'auteur puisse l'utiliser. Tout à fait. Voilà, sinon il n'y a aucun intérêt en réalité. Étant précisé que, mais ça on va faire la logique par la suite, l'œuvre même inachevée est protégée. Donc voilà, c'est-à-dire même s'il n'est pas... voilà, donc la logique est très subtile et je pense que c'est ce qui justifie que le contentieux en matière de droit d'auteur est très important parce que c'est un domaine qui est très mouvant en réalité. On a les principes, mais l'application au quotidien n'est pas forcément évidente en fait. La législation par rapport au droit d'auteur est universelle ou est fonction des territoires? Alors, le droit d'auteur est constitué de plusieurs types de normes en fait. Il y a des normes au niveau international, notamment des conventions qui vont venir régler la question de la propriété intellectuelle au niveau mondial. Et il y a des législations au niveau régional. Donc, on va avoir des législations au niveau européen ou des législations au niveau de l'Afrique, notamment avec l'OAPI qui va regrouper 17 pays de l'Afrique de l'Ouest et certains pays de l'Afrique centrale. L'OAPI, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Très bien. C'est important pour les artistes. Allez. L'OAPI. Et puis, au niveau national, on va avoir les lois de chaque État. Par exemple, je prends le cas de l'OAPI parce que c'est une législation qui mérite vraiment d'être connue, où on a une législation qui va couvrir 17 États. Mais en matière de droit d'auteur, par exemple, cette législation-là va venir s'appliquer avec les législations prévues par chaque État. Va donner un cadre commun de protection. Et ce cadre-là, justement, il va permettre aux États de prendre des mesures. Par exemple, l'OAPI va dire le domaine public, c'est tel nombre d'années. On va dire, un exemple, 50 ans. D'accord. S'il se trouve que une législation dit protéger l'auteur, c'est 70 ans, c'est cette législation-là qui sera utilisée. Ah d'accord, donc ça s'adapte en fonction des... Voilà. Si une autre législation dit c'est 40 ans, c'est forcément l'OAPI qui va s'appliquer. Okay. Voilà, donc l'idée c'est de se dire on met un cadre commun de protection vraiment des auteurs en fait.